interculturelle pour de nouvelles voix. Je commencerai d'abord par vous présenter quelques points que je développerai au cours de ma communication. Je commencerai par une petite introduction. Ensuite, je parlerai de la traduction littéraire en tant que médiateur interculturel. J'évoquerai les deux écrivains égyptiens ainsi que leurs traducteurs français. Dans les deux romans que sont Chicago et du roman Échappée, nous commencerons à voir les éléments interculturels et médiateurs à partir du titre même des deux œuvres, du cadre spatio-temporel des personnages, comment dans l'œuvre traduite il y a eu un maintien de l'exotisme, de la couleur locale, comment il y a eu également une adaptation culturelle dès la première couverture de l'œuvre, pour terminer avec une petite conclusion. La traduction fut de tout temps un excellent prétexte du contact entre langues et cultures différentes. Elle suppose l'ouverture à l'autre, à tout ce qui est propre à l'étranger et à sa spécificité. L'œuvre traduite, quant à elle, avec tout ce qu'elle a de singulier, doit se retrouver de manière visible dans la langue et la culture d'accueil qui trouve par là des modalités de s'enrichir, de signaler et préserver la différence sans la défendre. Ce rôle de vecteur interculturel, la traduction l'a joué et le joue à merveille jusqu'à nos jours dans le domaine littéraire au sein duquel se retrouvent des écrivains et des traducteurs d'origine, de culture et de langues différentes. Traduction et médiation, voix interculturelle pour de nouvelles voix, selon le titre de l'étude, présente l'occasion propice pour différentes voix, avec le S à la fin, de s'entrecroiser et pour différentes voix, X à la fin, de mieux se connaître et se comprendre au-delà des préjugés, des stéréotypes, des clivages de leur culture d'origine. Le domaine littéraire égyptien s'avère être une terre fertile de rencontres entre voix et voix. Autrement dit, entre écrivains et traducteurs français, ces derniers s'étant trouvés de gré ou de force en contact permanent avec la société égyptienne. C'est le cas des deux écrivains égyptiens contemporains, Alaa el-Aswani et Sonaa al-Ibrahim, dont la majorité de l'œuvre fut traduite par deux traducteurs exceptionnels que sont Gilles Gauthier et Richard Jacquemin. En fait, si notre choix s'est fixé sur ces deux écrivains, alors que l'œuvre égyptienne traduite vers le français date depuis un substitut de campagne en Égypte de Tawfiq el-Hakim, publié en arabe en 1937 et en version française l'année suivante, et le livre des jours de Taha Hussein, publié en arabe en 1929 et en français en 1947, c'est surtout parce que ces deux romans ont été traduits par des Français qui eux-mêmes ont vécu en Égypte et connu les mœurs, traditions et coutumes égyptiennes. Gilles Gauthier, diplomate et traducteur des œuvres de Alaa el-Aswani, fut l'ancien consul général de France à Alexandrie. Richard Jacquemin, traducteur de l'œuvre de Sonaa al-Ibrahim, fut le directeur du département de traduction et d'interprétariat du Centre français de culture de coopération du Caire à l'époque. Ces deux traducteurs ont fait ainsi partie pour une période assez considérable du vécu égyptien. Mais ont-ils réussi à dresser par leur traduction de véritables ponts interculturels entre deux mondes différents et deux cultures différentes? Les traductions présentées ont-elles vraiment joué le rôle de médiateur qui anéantit les barrières dans tout processus de communication interculturelle? Telles sont les questions auxquelles nous essaierons de répondre et qui en fait font écho au titre de notre étude « Traduction et médiation, voix interculturelle pour de nouvelles voix » en nous basant sur deux œuvres traduites vers le français que sont Chicago de Alaa el-Aswani et Turban et Chapeau de Sonaa al-Ibrahim, le premier roman polyphonique entrecroisant des vies qui se cherchent et se perdent dans les méandres du monde contemporain, les existences meurtries d'avoir été transplantées dans un univers à la fois étrange et étranger, et le second, un roman historique écrit sous la forme d'un journal rédigé par le
jeune disciple du Cheikh Jabalti, lui-même auteur d'une série chronique sur la présence française en Égypte. Avant de nous plonger dans le monde de la traduction de ces deux œuvres, la communication interculturelle avec l'autre, ces deux voix qui se croisent, fait son apparition dans le texte source des deux écrivains dès le titre même des deux romans objet de notre étude. Ainsi, ouvrons-nous que Chicago d'André Aswani, ce nom de ville sans article qui le précède, donne au lecteur égyptien une sorte d'avant-goût avant même de l'entraîner dans un voyage vers une dimension fascinante. En fait, troisième plus grande ville des États-Unis, Chicago était pour celui qui connaît l'histoire le siège du comté de Cook et d'une paroisse francophone, signe de la présence française aux États-Unis vers 1770. Alel Aswani voulait-il peut-être, dès le titre même de son roman, établir une sorte de dialogue anticipé avec son lectorat égyptien ou français. Turban et chapeau de son Al-Ibrahim, quant à lui, laisse voir cette rencontre avec l'autre dans le choix des deux substantifs antinomiques sont al-amam al-quba, ou en français turban et chapeau. En fait, derrière ces deux substantifs se laissent voir déjà deux mondes différents, deux cultures opposées, qui pourraient soit se coordonner, soit par contre se rejeter. Alel Aswani et son Al-Ibrahim choisissent également de placer leur récit dans un cadre spatio-temporel totalement étranger aux lecteurs arabophones ou même francophones. Tous deux décident donc de dépayser leurs lecteurs en les plaçant dans un espace qu'ils n'ont jamais fréquenté ou dans un temps révolu qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils découvrent au fil des pages. Ainsi, Chicago de Alel Aswani se déroule entièrement aux États-Unis et précisément dans la ville de Chicago. Turban et chapeau de son Al-Ibrahim se déroule en Égypte, il est vrai, mais pendant la période de l'expédition française de Bonaparte. Deux cadres tout à fait différents au lectorat arabophone contemporain pour qui le voyage aux États-Unis ressemble à un voyage au pays des merveilles dans Chicago et pour qui l'époque de l'expédition française de Bonaparte ressemble à une plongée dans les méandres de l'histoire avec Turban et chapeau. Le choix des prénoms des personnages est aussi très significatif de ce dialogue interculturel avant même d'aborder le roman traduit. Dans les deux romans, le lecteur est confronté à une panoplie de prénoms révélant différentes nationalités, différentes cultures et différentes croyances religieuses qui discutent, échangent, se disputent, se réconcilient pour essayer, comme dans tout dialogue interculturel, d'aboutir à un compromis. Il est donc question de Safwan Shekr, de Marwa, de Saleh, de Shaina Al-Hamadi, du Dr Ahmed, de Bill Friedman, de Jean Graham, de George Michael dans Chicago. Comme il est question de Abdel Zahir, de Cheikh Jabalti, de Omar Makram, du général Dupuy, de Sainte-Sophie, dans Turban et chapeau. La trame narrative, enfin, ce va-et-vient continu, même s'il s'agit d'un va-et-vient par la mémoire entre le pays d'origine et le pays d'accueil que sont l'Égypte et les États-Unis dans Chicago, ou entre deux sociétés aux mœurs et coutumes différentes, comme celle des Français de l'expédition française et celle des Égyptiens dans Turban et Chapeau, montre cette rencontre interculturelle et ce déchirement entre deux cultures et deux identités différentes. Une fois traduit en français et par des Français, ce rôle de médiatrice, la traduction continue à le jouer en s'engageant dans deux voies. Celle du maintien de l'exotisme à travers certains éléments clés que les traducteurs décident de maintenir dans les romans traduits en les translittérant, en les expliquant par des notes infrapaginales ou en les mentionnant tels qu'ils sont, et celle de l'adaptation au
adapter cette rencontre avec l'autre, cette ouverture à l'autre, cette médiation interculturelle. À commencer par le maintien de l'exotisme, nous allons remarquer que les lecteurs français ou francophones de romans égyptiens traduits découvriront au fil des pages un monde exotique, fascinant par ses mœurs et ses traditions. En fait, se déroule dans un cadre différent. Les personnages continuent à être des prototypes de leur société d'origine. Ils célèbrent ensemble les mêmes fêtes, cuisinent les mêmes plats, pratiquent pour la plupart du temps les mêmes rituels. Les personnages musulmans du roman, comme Ahmad Danena, Shaima Mohammadi par exemple, jeûnent pendant le mois du Ramadan, célèbrent le Eid, même loin de l'Égypte. Ces moments deviennent des occasions de rassemblement communautaire, renforçant leur sentiment d'appartenance. L'auteur insère des versets coraniques et des hadiths dans les dialogues et les conseils des personnages que les traducteurs maintiennent, soulignant ainsi leur attachement à la tradition islamique malgré leur vie en Amérique. De plus, les personnages dans Chicago continuent à cuisiner et partager des plats typiques comme le koshari, le mahshi ou encore la molokhia. Ces repas sont souvent l'occasion de réunions entre compatriotes, renforçant la nostalgie du pays natal. Certains personnages pratiquent toujours la prière quotidienne avec tous ces rituels. Et l'auteur décrit comment il cherche des mosquées ou des lieux adaptés pour prier à Chicago. Le port du voile par Chalmais est un autre exemple de maintien des pratiques religieuses dans un contexte occidental. Même lorsqu'ils se retrouvent, les Égyptiens vivant à Chicago discutent de la politique égyptienne, partagent des nouvelles du pays ou simplement se soutiennent face aux défis de l'exil. Ils forment en quelque sorte une sorte de microcosme égyptien dans la diaspora où les normes sociales, les rapports hiérarchiques et les mentalités restent très proches de celles de leur pays d'origine. Dans Chicago, la présence de certains mots arabes méconnus par le public cible qui à chaque apparition sont expliqués par les notes infrapaginales qui viennent éclaircir quelques notions appartenant au domaine religieux comme la Fatiha, première sourate du Coran, aux socioculturels comme la Shabka, parure en or que le mari doit acheter à la mariée, ou même gastronomique comme le Sahar, plat alexandrin fait à base de pakat et l'aubergine frites, aurait pu être remplacé par des termes compris par le public cible et appartenant à sa culture, à l'exemple de Galabeya, par exemple, qui aurait pu être simplement traduit par robe de maison traditionnelle, Falaka, qui aurait pu être traduit peut-être par canne ou bâton. Or, le traducteur, en truffant son texte d'annotation en bas de page, a donc essayé tant que possible de conserver la couleur locale des romans traduits pour garantir, grâce à la traduction, un dialogue à jamais ouvert et un pont toujours placé et dressé entre la langue de départ et la langue d'arrivée. Dans Turban et Chapeau, même si, comme nous l'avons déjà mentionné, le roman se déroule en Égypte, celui-ci peint deux sociétés différentes en contact lors de l'expédition française avec tous ses vices et vertus. Les lecteurs se trouvent donc confrontés à ces deux sociétés qui surviennent dans le roman en alternance pour cadrer une fois de plus ce dialogue à jamais ouvert entre deux cultures. Ainsi, le lecteur français et francophone se trouve confronté dans le roman également à des pratiques religieuses et sociales propres à l'Égypte, comme la prière musulmane, le ramadan et les fêtes traditionnelles. Les traducteurs maintiennent dans le roman le nom de figures historiques ou mythologiques locales, comme le Cheikh El-Jabarti et Omar Makram. On repère aussi dans le roman traduit la mention de certaines tenues vestimentaires typiquement égyptiennes comme la djellaba et le haï. On trouve également dans le récit des références aux ulémas de l'Azhar, aux cheikh, aux membres du divan. Le traducteur semble avoir préservé ces termes culturels ou les avoir traduits de façon à conserver leur étrangeté, plutôt que de les remplacer par des équivalents trop français. La seconde voie, il me reste 5 minutes.
La seconde voie dans laquelle s'engage le traducteur est celle d'une adaptation au contexte cible. Ainsi, en ce qui concerne l'adaptation culturelle faite par le traducteur au public cible, nous allons nous limiter à un seul exemple qui se laisse sentir explicitement dès le seuil même du roman traduit, celui de la première de couverture des deux romans, comme vous le remarquez. En fait, la première de couverture du roman arabe dans Chicago est différente de celle du roman traduit. Dans la version arabe de Chicago, sur un fond noir de gratte-ciel se faufile une écriture à la couleur du sang. Une couverture témoigne du déchirement dont souffrent les personnages principaux du roman. Dans la version traduite, cette couverture change totalement, dévoilant une jeune femme tenant un rideau rouge, dévoilant derrière un bâtiment moderne sur lequel vient se greffer aussi le nom de la ville de Chicago. La première couverture du roman de Alel Aswany illustre parfaitement cette rencontre interculturelle entre l'Égypte et les États-Unis, thème central du livre. Le visuel, riche en symboles, traduit à la fois le dépaysement, la tension identitaire et le dialogue entre deux civilisations. Le mot Chicago en lettres blanches et majuscules évoque immédiatement les États-Unis, symbole de modernité et de liberté, mais aussi de puissance occidentale. Or, l'auteur El Aswany est égyptien, ce qui crée un pont entre deux univers culturels, l'Orient et l'Occident. La couverture montre également une femme à la peau claire, vêtue d'une robe orientale, entr'ouvrant un rideau rouge. Le rideau évoque la révélation d'un autre monde. La femme semble en ce sens ouvrir la scène sur la ville américaine visible derrière elle. Ce rideau agit aussi comme une frontière culturelle que la femme franchit, représentant la migration, le passage. La robe traditionnelle contraste avec le décor urbain moderne, créant une opposition entre tradition et modernité. Le geste d'ouvrir le rideau peut symboliser l'entrée dans une autre culture, la découverte de l'Amérique ou encore le dévoilement de soi face à l'Occident. La femme devient ainsi une figure de médiation interculturelle entre Orient et Occident, et je passe. Dans Turban et chapeau, et je termine, également la couverture du texte traduit laisse voir ces différentes voix et voix qui s'entrecroisent grâce à la traduction. La première de couverture du roman traduit de Sona al-Ibrahim présente une richesse visuelle et symbolique qui illustre cette rencontre interculturelle entre l'Occident et l'Orient. Ainsi, et comme nous l'avons déjà mentionné, turban et chapeau opposent deux éléments vestimentaires emblématiques. Le turban, symbole de la culture orientale, musulmane, ottomane et égyptienne, et le chapeau, marqueur de la modernité occidentale, notamment européenne. Ce contraste suggère aussi un choc culturel entre deux mondes, la tradition orientale et la modernité, et évoque le processus de modernisation de l'Égypte au contact de l'Europe. La couverture laisse également voir l'image d'une rencontre entre soldats ou dignitaires occidentaux et orientaux. Les Européens reconnaissables à leur uniforme et chapeau militaire, et les orientaux vêtus de robes longues, turbans et arlequots. Ces vêtements deviennent des marqueurs d'identité culturelle. Ils montrent que les deux groupes appartiennent à des univers différents, mais qu'ils se rencontrent dans un même espace. Cette mise en scène de confrontation ou de dialogue illustre ce moment historique où l'Égypte s'ouvre à l'Occident. Je conclue. Il y a une suite, mais j'ai essayé de résumer. Pour répondre donc à la problématique du début, les traducteurs ont-ils réussi à dresser par leur traduction de véritables ponts interculturels entre deux mondes différents et deux cultures différentes? Les traductions présentées ont-elles vraiment joué le rôle de médiatrice, d'outil magique qui anéantit les barrières dans tout processus de communication interculturelle? Nous pourrons dire que Chicago de Alel Aswany, Turban et chapeau de Sona al-Ibrahim ont réussi, grâce à leurs traducteurs, à rivaliser avec les textes arabes anciens, le plus souvent traduits et retraduits, comme le Coran et les livres unis dans les sciences humaines. La Muqaddimah d'Ibn Khaldoun, écrite à la fin du XIVe siècle, est traduite 3 fois en français depuis le milieu du XIXe siècle. Ils ont réussi à promouvoir les valeurs de compréhension, d'ouverture et de solidarité.
En fait, plus le champ de la traduction s'élargit, plus les stéréotypes et les préjugés véhiculés se dissipent, plus la rancune et les dédoublements légués par la colonisation se relativisent, plus les valeurs prônées par toutes les révolutions et les déclarations des droits de l'homme trouvent une terre fertile pour s'épanouir véritablement et honnêtement, donnant naissance à un espace plus large de partage, de communication et surtout d'interculturel au vrai sens du terme, où se croisent différentes voix, avec le S à la fin, et se laissent entendre différentes voix avec X à la fin.